Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Trajectoire, l'émission du podcast Objectif Tech qui raconte la transformation numérique des entreprises à l'ère de la convergence des technologies. Impossible de passer à côté d'elle tant elle agite les médias depuis quelques temps, l'IA agentique est en train de déferler sur le monde de la tech. Selon un rapport du Gartner, d'ici 2028, elle pourrait être intégrée dans 33% des applications logicielles d'entreprise, contre moins de 1% en 2024. Une vague spectaculaire qui n'est pas sans poser de questions. Les agents d'IA vont-ils réellement transformer les entreprises et nos usages ? Comment en faire un asset business et en garder la maîtrise ? Pour essayer d'y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Carbonati. Il est Head of France Partner Engineering chez Google Cloud. Ensemble, nous allons parler des opportunités, mais aussi des risques de ce qu'on annonce déjà comme une nouvelle révolution technologique. Il est avec nous au studio 147 et il nous dit tout. Une émission présentée par Delphine Legarlès. Bonjour Cyril. Bonjour Delphine, merci de m'avoir invité. Bienvenue dans le podcast. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que la machine va prendre la place de l'humain ? Oui, écoute, on rentre dans le dur directement. C'est effectivement un des sujets qui est souvent abordé dans les médias. Est-ce que l'IA va remplacer les gens ? Nous, chez Google Cloud, on a une croyance forte qui est d'abord, c'est une responsabilité commune. Et deuxièmement, c'est avant tout la capacité à faire progresser et aider l'humain dans ce qu'il va faire. On parle beaucoup de ça va remplacer des métiers. En fait, non, ça va plutôt remplacer des tâches ou ajouter des tâches et supprimer des tâches dans un métier donné. Et c'est ça qui va être important dans la disruption de l'IA. C'est cette capacité à accompagner l'humain à faire mieux. Alors, on peut prendre des exemples. Si on prend juste dans notre quotidien, un médecin, le temps qu'il passe à rédiger des rapports, qu'ils soient administratifs ou pour les patients, c'est un temps qui est finalement important pour l'ensemble de la chaîne de production et pour le patient, mais qui est relativement improductif par rapport à sa compétence. Et donc, l'IA va l'aider à créer ces documents, il va bien sûr les contrôler, mais ça va lui donner beaucoup plus de temps, et finalement plus de temps pourquoi ? Pour passer avec ses patients, par exemple. C'est se concentrer sur son cœur de métier. Exactement. Alors, tu as déjà répondu un peu à la question, mais l'IA agentique semble être le buzzword de 2025. Mais de toi à moi, est-ce qu'il ne s'agirait pas juste d'un bon vieux bot qu'on aurait simplement relooké ? Essayons de revoir un peu la définition, sans rentrer dans les détails bien sûr, d'un chatbot et d'un agent. Alors on pourrait se dire oui, c'est un remake marketing. En fait non, le chatbot c'est finalement une interface en langage naturel vers généralement des corpus de données ou que ce soit des questions-réponses. Donc en fait, on arrive à interagir avec de la donnée de manière assez fluide et donc ça va animer beaucoup d'utilisation. Maintenant, un agent va un peu plus loin. Un agent, l'idée, c'est de pouvoir agir ou commencer à réaliser un ensemble de tâches qui vont permettre à l'utilisateur de prendre des décisions, voire même de les prendre à sa place. Et donc l'agent va un peu plus loin. Je dirais que le bot sera peut-être l'interface utilisateur d'une partie du monde agentique, mais un agent va réaliser ces tâches de manière un peu en back-office. Et finalement, c'est un peu comme quand on va déléguer des choses lorsqu'on a un projet un peu large. Quand on est project manager, par exemple, on va avoir des équipes qui vont faire des choses différentes. Et finalement, les agents, l'agentique, ça va être ces différentes équipes. Et ce qui est important dans l'âge agentique, comme on le dit, c'est la synchronisation, voire la compétition des fois entre les différents agents pour pouvoir produire un résultat et aller chercher un résultat qu'on cherchait à avoir lorsqu'on a défini l'objectif pour l'agent. Puis il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on a l'agent simple, mais on va aller vers des agents de plus en plus complexes, du multi-agent où ils sont plusieurs à travailler ensemble. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup des agents
Alors simple, c'est déjà en fait une progression incroyable, mais des agents qui vont vous permettre de faire des recherches, donc aller dans les différentes sources sur Internet, si on prend de la donnée publique, mais aussi potentiellement sur la donnée interne de l'entreprise tout en restant clairement interne, et commencer à vous préparer un rapport qui vous permettra par la suite d'avoir des conclusions. On a aussi des agents qui, donc là on parlait d'agents simples, mais d'agents beaucoup plus compliqués, qui vont orchestrer, voire des tournois entre agents pour challenger un peu des courants de pensée ou des directions de pensée. Et typiquement, c'est ce qu'on a, nous, réalisé avec DeepMind, qui est la filiale orientée autour de l'IA. Un agent, ou en tout cas un ensemble d'agents qui s'appelle le co-scientist, et qui permet pour les chercheurs de les aider à explorer les voies dans lesquelles ils cherchent, et les aider à aller plus vite. Finalement, il y a beaucoup de choses qui vont se passer comme ça avec ces agents qui vont collaborer ensemble. Et donc, on le voit, ces agents, ils laissent entrevoir des gains de productivité pour les entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'en perdre le contrôle, quand même, à terme ? On est toujours dans une ère où beaucoup de ces activités vont être contrôlées parce que l'entreprise a des besoins en compliance, elle a des fois des choses à rendre et à expliquer. Donc la notion de IA explicative est importante et cruciale. Donc en fait, on va se devoir, on ne peut pas avoir juste une boîte noire. Donc les IA et toutes les plateformes aujourd'hui qui vont être performantes autour de l'IA vont devoir permettre de contrôler le contenu en sortie. Donc il va aussi avoir besoin de l'humain pour ça. Oui, c'est la combinaison de l'humain et des IA qui va permettre de rendre les entreprises plus innovantes. Absolument. On va continuer à parler de ce sujet totalement passionnant, mais avant, je vais te faire une petite interview Fast and Curious. Pour chaque question, je te propose une alternative et tu choisis le plus rapidement possible l'une des deux propositions. Est-ce que c'est bon pour toi ? Allez. Steve Jobs ou Larry Page ? Larry Page. Vertex AI ou Gemini ? Vertex AI. Anticipation ou improvisation ? Improvisation. Prédiction à long terme ou adaptation instantanée ? Prédiction à long terme. Réduction des coûts, amélioration de la qualité ? Amélioration de la qualité. Sécurité ou innovation ? Les deux. Pourquoi ne pas choisir l'innovation et la sécurité ? Je pense qu'ils ne sont pas, c'est pas des choses qui s'opposent. Et puis nous, des fois, on dit que la sécurité, c'est source d'innovation. Alors... IA générative ou IA agentique ? IA agentique. Un peu comme le déploiement du low-code, no-code, finalement, le nerf de la guerre, ça va être le change management. D'ailleurs, on a eu Lionel Chen, qui est le DSI de BPI, qui est venu parler au micro et qui nous disait que pour lui, 1 euro d'outils doit correspondre à 1 euro de change management dans cette approche IA agentique et IA générative. Comment on fait pour adopter ces outils en entreprise ? Je pense que ce qui est important, et tu l'as dit, c'est la conduite du changement. La conduite du changement, elle va être essentielle déjà pour une chose basique qui est que les personnes ont peur de l'intelligence artificielle. Et en fait, pour ça, et c'est véhiculé dans les médias de manière assez importante, on va vous remplacer, etc. Moi, ce que j'aime bien à dire, c'est que en fait, toutes les grandes évolutions de ce monde, elles se sont faites avec des gens qui posaient des questions, et qui posaient des questions qui étaient souvent contraires à la réflexion courante. Et donc ça, c'est l'intelligence humaine qui va être importante. Donc la conduite du changement, ça va d'abord aussi de rendre ça pédagogue. Donc les entreprises, en général, qu'est-ce qu'elles font ? Quand il y a des grands projets de transformation, elles forment à scale, à l'échelle. Ça va être nécessaire. Mais dans le contexte de l'intelligence artificielle, il faut aussi rendre les choses un peu plus pratiques et avoir des gens qui, eux, ont déjà commencé à adopter ça dans leur entreprise et qui vont commencer à travailler ensemble. Si je prends l'exemple de Google, c'est intéressant de voir que 25% aujourd'hui du code informatique qui est généré dans les applications qu'on utilise tous les jours est généré par de l'IA. Est-ce qu'on a réduit le nombre d'ingénieurs ? Pas du tout.
Et en fait, on continue à avoir le même processus que ce qu'on a d'habitude. C'est-à-dire qu'un ingénieur développeur, il développe ce code avec un autre ingénieur développeur qui fait une revue de code ensemble. Et ils se passent la main comme ça. Et ils font la même chose avec le code généré par l'IA. Donc en fait, ça va accélérer leur capacité à déployer du code, à aller plus vite. Mais il y a un autre pair qui va l'accompagner et qui va, parce que chacun va prendre le virage plus ou moins vite, et il faut essayer de capitaliser sur ceux qui ont compris et qui sont capables aussi de transmettre aux autres leur envie d'avancer et d'utiliser l'IA. Alors je pense qu'il y a une question qui trotte dans la tête de pas mal de nos auditeurs, c'est la question de la sécurité. Toujours selon le Gartner, au cours des 3 prochaines années, l'utilisation des agents d'IA sera responsable d'1 brèche sur 4 dans les entreprises. Alors Cyril, concrètement, comment on sécurise en fait ces nouveaux outils ? On sécurise en fait comme n'importe quel autre type d'application, pardon. En fait, c'est une application, c'est un développement informatique, et donc il faut prendre la sécurité dès le départ. Donc dans la planification, il y a des nouvelles types de menaces qu'il faut adresser, mais en fait c'est tout à fait au début qu'il faut le traiter. Et ça c'est important parce que en plus, souvent, c'est les métiers qui commencent à prendre ces nouvelles applications et ils n'ont pas forcément l'expertise, l'expérience que peuvent avoir l'IT ou les domaines RSSI qui vont aider à sécuriser les applications. Donc, impliquer les équipes de sécurité dès le début, ça c'est important. Ce qui est important aussi, c'est que tout ça, ça va rester et choisir les bonnes plateformes, parce que ça doit rester à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il faut aussi faire attention à la façon dont les modèles sont conçus. Si je prends l'exemple de Google Cloud, en fait, la plateforme, les données, les modèles qui sont résultants de ces entraînements et les inférences restent au sein de ce qu'on appelle du tenant du client. C'est que ça sort pas en fait de l'entreprise. Et ça c'est important parce que en fait il y a beaucoup de propriété intellectuelle. Maintenant il y a aussi un autre aspect de l'IA, c'est l'IA qui va vous servir à protéger l'entreprise. Puisque les attaquants, eux aussi, vont profiter de cette nouvelle expérience, expertise, pour améliorer et automatiser un certain nombre d'attaques. Donc il va falloir répondre. La question qu'on dit souvent au niveau sécurité, c'est pas si on va être attaqué, c'est quand. Et donc d'être capable de répondre rapidement. Et aujourd'hui, la masse, et toutes les personnes qui font la cybersécurité le savent très bien, l'IA, en fait, va les aider à justement se focaliser sur les choses sur lesquelles il est important de se focaliser et puis enlever le bruit, en fait. C'est un vrai sujet de transformation, tout ça, donc toutes les parties prenantes de l'entreprise sont concernées, dont le RSSI. Absolument. Il y a également des opportunités à saisir, au-delà des risques, pour les entreprises qui vont pouvoir automatiser au moins partiellement des fonctions telles que le développement de logiciels, comme on a parlé, la vente, le marketing, mais aussi tout ce qui est autour de la conformité réglementaire. Quels sont les cas d'usage pour toi qui te semblent les plus pertinents ? Il y a énormément de cas d'usage. En fait, c'est comme on le disait juste avant, c'est une vraie transformation. Et en fait, c'est pas juste un petit outil qu'on va rajouter par-ci, par-là. C'est une composante qu'on va rajouter à tous les métiers et tous les processus métiers. Ils vont pas remplacer les processus métiers, mais ils vont améliorer certaines parties. Donc, tu l'as dit, pour un vendeur, typiquement, c'est la capacité à, par exemple, automatiser de la recherche et comprendre les besoins de l'entreprise qu'il a comme client ou futur client pour pouvoir proposer des solutions qui vont répondre à ces problèmes. Et c'est là où on fait un vrai acte de vente. C'est-à-dire que si on pousse son produit, soit on le pousse bien et c'est chouette, mais en fait, ce que veulent les clients quand ils achètent, c'est ils achètent résoudre leurs problèmes. C'est plutôt ça qui... Donc ça, une IA va être capable de le faire. Pour une fonction RH, par exemple, c'est être capable de bien trier, automatiser, centraliser les CV et peut-être poser les bonnes questions pour être sûr que, on puisse recruter rapidement, mais en même temps avec un taux d'erreur le plus faible possible. Parce que l'erreur coûte relativement cher à l'entreprise en termes de recrutement. On peut aussi réfléchir au centre d'expertise client. Quand vous appelez, être capable d'aider le conseiller à sentir les signaux faibles pour pouvoir savoir si la personne comprend pas bien ou est énervée, voire lui pousser de l'information en temps réel sur les solutions
qu'il peut être à même d'apporter aux clients. Donc, en fait, pour répondre à ta question, beaucoup de cas d'usage, en fait, et le fait qu'on voit de plus en plus les coûts d'inférence diminuer vont augmenter le nombre d'usages. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas d'usage dans la tête des métiers. Certains sont déjà en production, d'autres sont en gestation, et d'autres sont tout simplement pas réalistes en termes économiques. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, ils vont le devenir. On te donnera rendez-vous dans un prochain épisode pour que tu viennes nous parler de ces évolutions. Pour finir, les IA et les agents d'IA sont très utilisés aussi dans la sphère privée, parce que forcément, c'est des outils qui sont disponibles à tous. On sait que les personas des gens ne sont pas forcément les mêmes, d'ailleurs, en entreprise et dans la sphère privée. Est-ce qu'il y a des liens, des ponts qui peuvent se faire entre ces deux types d'IA et leurs utilisations qui sont différentes? Je ne pense pas qu'il y aura des ponts directs. En fait, ce qui va probablement se passer, c'est, et on le voit de toute manière, c'est l'adoption par le grand public de l'IA va imposer un certain rythme aux entreprises. À la fois parce que, en fait, les jeunes générations, et peut-être même des moins jeunes, vont se dire « moi, je ne travaille pas sans IA ». Parce que j'ai l'habitude de le faire dans ma sphère privée. En revanche, le challenge pour l'entreprise, ça va être de faire ça dans un contexte sécurisé. Et donc, on l'a vu, beaucoup d'entreprises ont commencé à développer leurs propres outils qui permettent l'innovation et ne pas fermer l'accès aux IA, parce qu'ils voient très bien le potentiel en termes d'accompagnement des collaborateurs et de productivité. Mais ils le font d'une façon sécurisée parce que ils veulent éviter que si on prend DeepSeek, ça part en Chine. Si on prend d'autres modèles qu'ils agrègent, en fait, leur propre IP dans un modèle qui serait accessible à tous. On a vu ces problématiques-là. Maintenant, le point, c'est quand les utilisateurs vont commencer à l'utiliser tous les jours dans leur vie personnelle, ils ne pourront plus supporter de ne pas l'utiliser dans leur vie professionnelle. Et c'est ça qui va vraiment driver le changement et qui va forcer un peu les entreprises. Et puis je pense qu'il ne faut pas les pousser beaucoup. Les entreprises, elles ont très bien vu aussi le potentiel disruptif et l'accompagnement que ça permet de donner à leurs employés pour rendre à l'entreprise un avantage concurrentiel fort sur leur marché. Très bien. Merci beaucoup d'être venu répondre à mes questions. Merci Delphine. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à Objectif Tech sur votre plateforme de streaming préférée pour ne manquer aucun épisode. À très vite pour une nouvelle émission.